Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info en cette belle journée ensoleillée. Les titres que nous développerons dans cette édition. Retour sur le deuxième forum de la formation en alternance qui a eu lieu cette semaine à l'auditorium Régnier 3. Le congrès Monaco Âge Oncologie a rassemblé plus de 400 participants au Sporting d'hiver. Le Monaco Press Club a organisé son traditionnel petit déjeuner débat ce vendredi au Yacht Club de Monaco. L'invité, Laurent Nouvion, le président du Conseil national. Nous irons ensuite faire un tour dans les coulisses de l'opéra. La générale de la nouvelle représentation, Amica, a eu lieu ce mercredi à la salle Garnier. Et puis nous vous parlerons d'un concert exceptionnel qui aura lieu mardi prochain en Principauté, organisé par le Kiwanis Club de Monaco. Cet événement est en faveur de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Mais avant de développer ces titres, nous venons tout juste de l'apprendre. Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, Evera Santo Domingo, ont la joie de vous annoncer la naissance de leur petit-fils, né le 21 mars 2013. La maman et l'enfant se portent bien. Place aux jeunes à présent, organisé en milieu de semaine à l'auditorium Régnier 3, le deuxième forum de la formation en alternance leur était destiné. Retour sur ce forum et sur la remise de diplômes qui a eu lieu à l'issue de cet événement. Un reportage de Sandrine Nègre. Les jeunes intéressés par les formations en alternance avaient rendez-vous le 20 mars ici à l'auditorium Régnier 3 à l'occasion de l'organisation de la deuxième édition du Forum de la formation en alternance, une édition couronnée de succès. En termes de fréquentation, nous avons accueilli plus de 330 jeunes cette année, ce qui est vraiment très positif pour nous. Également en termes de participation des professionnels, puisque nous avions cette année 27 entreprises de la Principauté présentes, 17 écoles de la région et également 19 banques et sociétés de gestion. Donc nos chiffres ont augmenté en tout point et c'est un bilan donc très satisfaisant pour nous. Et en marge de ce forum, une remise de diplôme a été organisée. 8 lauréats au total ont reçu le diplôme européen d'études supérieures de banque, option place bancaire monégasque. Je sais que c'est très important, une première expérience professionnelle en vue d'un contrat. Et l'IBF m'a permis de faire un stage dans une banque très importante. Et du coup, elle m'a permis de pouvoir travailler, de pouvoir avoir effectivement une expérience concrète dans le monde du travail. Je pense que c'est surtout en fait le partage entre théorie et pratique. Parce que c'est vrai qu'en cours, on voit beaucoup de choses théoriques donc dans la banque et on peut se servir de ce qu'on a appris en cours dans la banque. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. On passe vraiment de la théorie à la pratique. Un diplôme qui a permis à ces jeunes de poursuivre leur cursus ou d'intégrer le monde de l'emploi dans des sociétés de gestion et des banques de la place monégasque. Le congrès Monaco Âge Oncologie a eu lieu les 21 et 22 mars au Sporting d'hiver. Pour cette 4e édition, de nombreux médecins et spécialistes se sont donné rendez-vous en Principauté. Reportage. Le congrès Monaco Âge Oncologie, un congrès francophone qui a lieu tous les 2 ans en Principauté et qui rassemble de nombreux médecins, pharmaciens et spécialistes de la santé dans le domaine de l'oncogériatrie. L'oncogériatrie assure à tout patient âgé atteint d'un cancer une prise en charge adaptée. On a beaucoup de publications qui ont montré que le malade âgé était sous-traité. On disait âgé, donc il avait plus de 65 ans, 70 ans, on disait c'est un vieux. Et on lui faisait des doses de médicaments un peu moins, des opérations moins importantes, des doses de radiothérapie plus faibles. Et il n'y avait strictement aucune raison. Donc depuis qu'on a fait ce congrès, on a commencé à faire des évaluations du malade âgé pour voir s'il était en état de supporter les traitements, chose qui n'existait pas il y a 10 ans. Et on a commencé à lancer des essais thérapeutiques, des essais cliniques pour voir la tolérance spécifique du sujet âgé et mieux connaître le sujet âgé vis-à-vis de certains actes chirurgicaux et de certains médicaments. Donc là, on a fait depuis 10 ans beaucoup de progrès grâce à ce type de réunion. Les données démographiques montrent qu'en région PACA, la population générale vieillit.
Aujourd'hui, près d'un tiers des cancers surviennent après 75 ans et on estime qu'en 2050, un cancer sur 2 sera diagnostiqué chez les patients de plus de 75 ans. C'est pourquoi ce congrès Monaco Âge Oncologie est très prisé des professionnels. Les thèmes sont extrêmement divers. Je crois que le premier d'entre eux, c'est la nécessité de la collaboration entre les cancérologues d'un côté, qui connaissent la maladie cancéreuse, et les gériatres de l'autre, qui connaissent les malades, eux, et surtout leur fragilité. Donc un des premiers aspects, c'est comment appréhender la fragilité de la personne âgée, de façon à éviter de faire des traitements qui seraient éventuellement trop toxiques. Ensuite, toute la partie actualité est consacrée au développement des nouveaux médicaments anticancéreux, parce qu'il y en a beaucoup qui apparaissent actuellement et qui nous aident à mieux traiter les patients. Mais les patients âgés tolèrent les traitements de manière différente. Alors il faut savoir s'adapter, donc ça c'est encore un thème important. Troisième catégorie de thèmes abordés, c'est la biologie à la fois du vieillissement et la biologie du cancer, puisque les deux sont liés. À la fois il y a la personne âgée vieillit, ses organes vieillissent et sa maladie cancéreuse elle est très souvent différente de celle de la personne plus jeune. Donc ce sont grosso modo l'ensemble des thèmes qui sont abordés. Il est donc essentiel de mieux connaître les spécificités des cancers chez les personnes âgées afin d'améliorer les réponses aux besoins croissants de cette population. Des traitements adaptés existent d'ores et déjà. La grande révolution de ces dernières années, c'est ce que nous appelons l'apport des thérapeutiques ciblées. Pendant très longtemps, on a fait des traitements qui visent à détruire la tumeur. La chirurgie, on l'enlève, la radiothérapie, on fait des rayons dessus, la chimiothérapie, c'est des traitements un peu agressifs, un peu toxiques. Et là, on a des traitements, grâce aux biologistes moléculaires, qui sont capables d'aller agir à l'intérieur de la cellule cancéreuse sur des mécanismes dont on sait qu'ils servent à la propagation du cancer. Donc ce sont des traitements beaucoup plus ciblés, beaucoup plus efficaces, mais aussi beaucoup moins toxiques que nos chimiothérapies d'autrefois. Et ça, c'est vraiment la grande révolution des médicaments du cancer et elle est en cours actuellement. Le professeur Yves Coppens a lui aussi souhaité participer à ce congrès puisqu'il a donné une conférence intitulée « Le destin de l'homme est-il écrit ?» Yves Coppens que l'on retrouvait aussi au musée océanographique pour les rencontres internationales Monaco et la Méditerranée. Le paléo-anthropologue a reçu le prix des 7e rimes. Je vous propose d'écouter Mounir Bouchenaki, président d'honneur des rimes. Il nous explique ce choix. Je crois qu'il est arrivé à un moment où sa connaissance extrêmement large de la préhistoire et de la paléontologie humaine, parce qu'il est à la fois préhistorien, il a découvert lui-même un certain nombre de sites, comme il l'a dit, au Tchad, au Kenya, en Éthiopie, mais aussi il a travaillé en Indonésie, il a travaillé aux Philippines, il a travaillé dans différents pays de la Méditerranée, et je crois que c'était important de reconnaître à cet homme qui a ce double avantage de pouvoir travailler avec des scientifiques sur des terminologies très compliquées, et de faire, comme il l'a fait aujourd'hui, pour un public plus large, une approche tout à fait ouverte et accessible de ce que représente le feu depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Dans le reste de l'actualité en principauté. Le directeur général de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, était à Monaco. À cette occasion, elle a été reçue en audience privée au Palais Princier, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le Monaco Press Club s'est réuni ce vendredi au Yacht Club de Monaco. L'invité n'était autre que le nouveau président du Conseil national, Laurent Nouvion. Plusieurs thèmes ont été abordés que nous développe Fabien Bonilla. Le président du Conseil national était entouré de la presse et des médias monégasques au Yacht Club. Une rencontre organisée par le Monaco Press Club. Une partie des élus était également présent lors de ce petit déjeuner. Laurent Nouvion a joué le jeu des questions-réponses avec les journalistes. Il a présenté notamment ses priorités durant son début de mandat. Écoutez, les priorités vont concerner essentiellement dès lundi la rencontre avec le ministre d'État et les responsables de la Société des Bains de Mer pour la tripartite SBM. Ensuite, nous aurons un certain nombre de commissions plénières d'études début du mois d'avril portant sur la clôture du budget 2012, également sur les grands travaux, sur la politique du logement,
en interne au Conseil national sur la mise en place de la cellule de veille que nous souhaitons la plus équitable et la plus transparente et la plus efficace possible. Également un chantier législatif important avec le vote de la loi d'organisation judiciaire pour, je l'espère, le mois de septembre. La loi de réforme de la procédure pénale en matière de garde à vue également. 2 propositions de loi que nous ferons également au mois de juin. Et puis tout de suite l'analyse du projet de loi sur la modernisation de l'économie, le projet de loi numéro 907, où nous avons un certain nombre d'idées sur des méthodes, des nouvelles méthodes de travail avec le gouvernement pour essayer de séparer, de diviser un peu le texte pour pouvoir en voter une partie tout de suite, notamment sur le droit des sociétés. Également la loi sur le handicap qui va faire l'objet d'une consultation réorganisée assez rapidement pour pouvoir la voter, je l'espère, avant la fin de l'année. Et dans l'actualité du nouveau président du Conseil national, Laurent Nouvion se déplacera à Marseille début avril pour participer au premier sommet des présidents de Parlement de l'Union pour la Méditerranée. Amica, un opéra peu connu de Mascagni que Jean-Louis Grinda a décidé de mettre en lumière à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Mascagni. La générale a eu lieu ce mercredi à la salle Garnier en présence de José Sacré. Créé à l'Opéra de Monte-Carlo le 16 mars 1905 sous la direction du compositeur Pietro Mascagni, Amica est devenu depuis une rareté absolue. Soucieux de redonner vie au patrimoine de l'Opéra de Monte-Carlo, Jean-Louis Grinda nous offre une nouvelle version très réussie de cette œuvre dont la musique est à la fois puissante et raffinée et le livret singulier. Ce qui m'a séduit, c'est l'histoire. Elle présente un sujet finalement qui n'a jamais été présenté à ma connaissance dans le monde de l'opéra, c'est l'amour profond qui peut unir 2 frères. Et ça n'existe dans aucun autre opéra. Il se trouve que ces 2 frères, l'un est vaillant, fort, héroïque, l'autre est un faible physique et peut-être encore plus un faible d'esprit. Moi j'en ai fait un espèce d'adolescent attardé, un garçon qui a du mal à s'insérer dans la vraie vie. Et voilà, tout tourne autour de cette fraternité puissante, forte. Et puis alors, ce qui m'a séduit, c'est la musique de Mascagni, qui est d'une originalité vraiment tout à fait exceptionnelle par certains moments. Et notamment le début du 2e acte qui commence par le plus long intermezzo jamais composé dans l'histoire de l'opéra, 11 minutes. Et cette écriture musicale est quasiment cinématographique avant l'heure. Mascagni plus tard a composé pour le cinéma. Et c'est pour ça que dans ma mise en scène, vous trouvez des moments cinématographiques, vraiment de tournage, qui apportent ce clin d'œil un peu naïf qu'on peut avoir sur l'œuvre. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est dirigé par Gianluigi Gelmetti. Les rôles principaux sont tenus par Amarilli Nizza, Enrique Ferrer et Lucio Gallo. Les décors sont signés Rudy Sabunghi. Cet artiste, originaire de Monaco, exerce son talent sur les plus grandes scènes internationales du théâtre, de la danse et de l'opéra. En écoutant le peu que j'avais, j'ai eu l'impression que Mascagni faisait un travail de reportage, de documentaire sur les bruits des champs, de la campagne, un côté très documentaire comme ça. Et qu'avec le prélude qu'il mettait de 11 minutes, qui est quand même une vraie volonté musicale au début du 2e acte, il y avait une volonté de partir au-dessus de tout ça et de voir ça de beaucoup plus haut, et d'avoir de l'air. Voilà, et c'est ça que j'ai essayé de traiter, c'est-à-dire une vision naturaliste, je dirais même vériste, dans le 1er acte, pour avoir un envol sur le 2e acte où il n'y a plus que les 3 personnages, et surtout cette introduction magnifique des 11 minutes. La musique de Mascagni est une musique exigeante, très difficile, très lourde à chanter. Le final de l'œuvre, c'est quelque chose de véritablement himalayen. Et il faut des chanteurs plus que d'une grande résistance pour aborder ce type de répertoire. Amica de Mascagni est à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo jusqu'au 28 avril 2013.
Mardi prochain, à l'auditorium Régnier 3, vous pourrez, si vous le souhaitez, assister à un concert exceptionnel organisé par le Kiwanis Club de Monaco. Un concert caritatif en faveur de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Au programme, la fanfare des carabiniers et l'orchestre de jazz de l'OTAN. Les organisateurs nous en discutent. Cette soirée est dédiée à la Fondation Princesse Charlène. Comme vous le savez, le Kiwanis généralement s'occupe des enfants et de la jeunesse. Dieu sait s'il y en a besoin avec toute la misère, etc. qu'il y a autour de nous. Et l'idéal de la Fondation Princesse Charlène correspond parfaitement à notre but, c'est-à-dire aider les enfants de toute manière que ce soit. Alors, le programme de cette soirée, nous avons la chance d'avoir l'orchestre des carabiniers sur scène. Donc c'est eux qui vont ouvrir le concert avec une partie d'une 35-40 minutes. Ensuite, ils sont suivis par l'orchestre de l'OTAN, qu'on va dire sont un peu la vedette de la soirée, qui nous font le plaisir de venir en principauté pour cette œuvre qui est quand même très importante pour les Kiwaniens. Et le bouquet final sera magnifique parce que ce sera les deux orchestres réunis ensemble sur scène qui vont jouer des morceaux ensemble. Et je pense que c'est la première fois que la fanfare des carabiniers donne un concert et avec en plus le grand orchestre de jazz de l'OTAN. Donc c'est vrai qu'il faut insister sur ce côté à la fois unique et exceptionnel. Et n'oubliez pas qu'en plus d'un spectacle fabuleux hors norme, c'est quand même pour une bonne cause et une œuvre que l'on défend. C'est pour ça que nous espérons un public enthousiaste, chaleureux et nombreux. Rihanna, la superstar mondiale, les 10 et 11 juillet prochains en principauté. L'artiste arrive en Europe avec son Diamonds World Tour. Ces deux concerts s'inscrivent dans le cadre du Monte Carlo Sporting Festival. Les billets seront mis en vente le 22 mars à 10 h sur le site www.livenation.fr et au point de vente habituel. Ce dimanche sera célébré en principauté les rameaux. Nos amis transalpins appellent ce jour religieux le dimanche des Palmes. À cette occasion, quelques élèves de la principauté se sont rendus à San Remo, au centre de recherche et d'études des palmiers. Vanessa Dessy les a suivis et a pu découvrir avec eux le tressage de ces traditionnelles palmes. La tradition du dimanche des rameaux veut que ce jour corresponde à l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, où il a été acclamé par la foule agitant des palmes. En Italie, plus précisément à San Remo, des artistes ramistes perpétuent la tradition des palmes tressées. Des élèves de la principauté se sont rendus justement en Italie pour découvrir cette technique bien particulière. On voulait faire découvrir aux enfants le véritable travail de tressage des palmes qu'ils ont dû peut-être voir de temps en temps, mais qu'on ne voit plus tellement à Monaco. Donc voilà, c'est une tradition qui est de chez nous aussi, mais qu'on vient découvrir à San Remo parce qu'ils ont encore une tradition vraiment bien implantée ici, avec des personnes, des dames notamment, que vous avez vu tresser. Des élèves des classes de 6e et de 5e ont pu ainsi découvrir le tressage de palmes, mais également ce centre de recherche et d'études des palmiers qui a accueilli ce jour-là plusieurs écoles. Ici, c'est le centre de recherche et d'études des palmiers qui siège à la Villa Ormond. C'est un centre qui récolte des informations, des connaissances, des évaluations scientifiques, mais aussi l'histoire culturelle dédiée aux palmiers. On crée une richesse dans notre histoire, mais aussi dans nos activités du passé. Un après-midi bien rempli pour les enfants qui semblent avoir déjà acquis la technique du tressage de palmes. J'ai appris à faire des petites tresses, très petites. Sur les palmes, mais c'est très difficile. Mais je vais aussi apprendre à faire les tresses avec 4 palmes. C'est difficile et à la fois facile une fois qu'on a commencé à avoir le geste. J'ai appris à savoir comment on faisait les rameaux et cette nouvelle tradition. Sinon, en fait, c'est le début qui est difficile, mais après, ça va.
Une sortie très enrichissante pour les élèves à l'initiative de la Fédération des clubs et amis de l'UNESCO de Monaco. Il est à présent temps de passer en revue la carte météorologique. Samedi, nouvelle détérioration du temps, des nuages plus nombreux et plus épais sans disparition complète du soleil. Un peu de pluie par moment accompagné de températures en baisse. Dimanche, le ciel sera en grande partie nuageux, quelques averses ponctueront la journée. Lundi, diminution de la menace de pluie, le soleil fera son retour mais il restera timide. Les nuages seront quant à eux bien présents. Mardi, le temps sera enfin ensoleillé et les températures plus douces. Il est l'heure de se quitter. Je vous laisse avec Émilie Rousseau qui vous emmène du côté de Biot pour découvrir un métier passionnant puisqu'il s'agit de celui de maître verrier. Au revoir.